trop faim. La première sensation en traversant cet autre monde, c'est une faim qui donne envie de se ronger les bras. Ce monde est rempli de cuisine immonde, viande grillée carbonisée, bière aigre, pain dur comme une arme. Moi, cuisinier chinois, je ne supporte pas cette injustice. Attraper du poisson au bord de la rivière, arracher des herbes dans les coins, ramasser des os dans les poubelles, et dresser un vieux seau en fer. Quand l'odeur du poisson grillé mêlée aux herbes aromatiques a explosé. Tous les vagabonds, gardes et nains de la ville se sont rassemblés. La première pièce de cuivre est tombée dans ma poche, j'ai souri. Mais les ennuis arrivent aussi. Moi, Léao, j'ai été réveillé par une faim dévorante. Mon estomac brûlait comme un feu, une main invisible serrait violemment mes entrailles, elle tremblait, rugissait en protestation. J'ai ouvert les yeux brusquement, respirant un air froid, mêlé de crottin de cheval, de plantes pourries et d'épices étrangères piquantes. Ce qui s'offrit à mes yeux n'était ni le plafond blême de l'hôpital, ni les débris de ma propre cuisine mais deux immenses lunes diffusant une clarté argentée, et les étoiles, incrustées dans le ciel violet sombre, étaient infiniment plus nettes que sur terre. Le froid me montait du sol, je me découvris allongé sur un tas de détritus sentant le moisi. Et merde ? Mes lèvres gerçaient émirent une syllabe rauque. Dans mon dernier souvenir, il y avait le fracas et une bouteille de gaz vieillissante et une vague de chaleur brûlante. Donc, je n'étais pas mort ? Mais où étais-je ? Même un décor de cosplay n'aurait pas été aussi réaliste. Je luttais pour m'asseoir, chaque muscle me faisant souffrir comme si j'y étais disloqué. Le vent froid s'infiltrait sous mon t-shirt léger, faisant se hérisser ma peau. Je regardais autour de moi, c'était le fond d'une ruelle étroite, bordée de maisons basses en pierre brute, aux fenêtres sombres laissant filtrer une lumière vacillante. Au loin, des cris indistincts, totalement incompréhensibles, me parvenaient. Il y avait aussi quelques grognements graves, pas humains. La panique n'a pas eu le temps de se propager, brusquement réprimée par une faim plus intense. Gargouiller le ventre a émis un plaintif retentissant. Il faut trouver à manger. Tout de suite. Immédiatement. Je serre les dents, m'appuie sur le mur froid et rugueux pour me lever, titubant et sortant de la ruelle. Une route de terre bosselée, la rue principale de ce petit bourg. Quelques passants marchent, jetant des regards méfiants ou indifférents. Il y a des humains en armure de cuir, des nains trapus à la barbe tressée, et même une silhouette massive de 2 mètres de haut, à la peau verdâtre et au croc saillant. Qui entre dans une taverne à l'enseigne d'une tête de sanglier. J'essaie de demander un peu de nourriture à un vieillard qui passe, mais il accélère le pas comme s'il fuyait la peste, marmonnant des paroles que je ne comprends pas. Le désespoir s'enroule autour de mon cœur comme une liane. En m'approchant de la taverne du sanglier, l'odeur de la bière surie et de la viande brûlée m'a frappé. Un nain mâchait avec force un morceau de pain dur et noir, qui aurait pu servir de brique. Un autre ORC déchirait un gros morceau de viande d'animal carbonisé, suintant de sang, le sang coulant de son menton. C'est tout ? C'est ça, la nourriture de ce monde ? En tant qu'estomac chinois qui recherche la perfection culinaire, j'ai eu une nausée physiologique, une profonde tristesse m'a envahi. C'est une insulte au mot à manger. Sous le double coup de la faim et du désespoir, j'ai failli m'effondrer par terre. Non. Je ne peux pas tomber comme ça. J'ai mordu le bout de ma langue, la douleur m'a un peu éclairci. Je suis Léao, le vendeur le plus talentueux et le plus tenace de la rue du marché nocturne. La police municipale m'a poursuivi, les voyous m'ont fait chanter, je ne suis pas tombé, et je pourrais mourir de faim dans un autre monde ? Pas d'argent, pas de langue commune, mais j'ai un métier, j'ai des yeux. L'instinct de survie a submergé la panique. Je me force à rester calmé, avec le regard d'un cuisinier examinant des ingrédients, je réexamine ce monde. Mon regard parcourt les rues sales et s'arrête sur plusieurs coins négligés, dans les fissures des rochers au bord de la rivière. Quelques petits poissons de la taille d'une paume, avec des écailles dures et épineuses mais exceptionnellement dodues, nagent dans les eaux peu profondes, délaissées. Dans les fissures des murs, des touffes de mauvaises herbes vert foncé aux feuilles épaisses et à l'odeur étrange et piquante. Non loin, à côté du tas d'ordures, quelques os d'animaux jetés, avec quelques restes de viande et des marques de mastication. Mes yeux s'illuminent soudainement. Cette herbe, à l'odeur piquante, mélange de coriandre et de poisson globe, est absolument un trésor pour enlever l'odeur de poisson et rehausser la saveur. Ce poisson, avec ses écailles dures et ses épines, a une apparence médiocre, mais sa taille dodue signifie que sa chair doit être ferme et délicieuse. Les os, base du bouillon, source de saveur. L'espoir renaît au fond du cœur. Tel un explorateur découvrant un trésor, je me suis rapidement mis en action. Je me suis précipité vers la rivière, j'ai ramassé une branche pointue, utilisant tout mon savoir-faire surtout à l'aveuglette, je suis parvenu à attraper 3 poissons agités. J'ai cueilli avec précaution une poignée d'herbes piquantes, ramassé les précieux os et un pot en terre cuite cassée.
Enfin, dans la décharge, j'ai trouvé un vieux seau en fer à moitié écrasé et quelques briques éparpillées. L'idée d'une cuisine extérieure simple a rapidement pris forme dans mon esprit. Portant ces trésors, j'ai trouvé un coin à l'abri du vent près de la source d'eau à la lisière de la petite ville. J'ai empilé les briques pour former un foyer et j'y ai placé le vieux seau en fer. Avec le briquet presque vide, j'ai eu du mal à allumer le bois sec ramassé. La flamme s'est élevée, apportant chaleur et espoir infini. J'ai écaillé les poissons avec une pierre tranchante, vidé leurs entrailles, les ai nettoyés et enfilés sur des branches. Cassez les os, mettez-les dans un pot en terre cuite, ajoutez de l'eau claire, puis placez-le près du feu pour une cuisson lente. Bientôt, un doux arôme de viande et d'os se répand. La haute température entre en contact avec la graisse, produisant un grésillement. La peau du poisson devient peu à peu dorée et croustillante, tandis que la saveur fraîche de la chair du poisson est pleinement libérée. Enfin, saupoudrez les herbes hachées sur le poisson qui va bientôt être cuit. L'arôme étrange rencontre la chaleur, se mêle instantanément à l'odeur grillée du poisson et à la richesse du bouillon d'os, créant un arôme composite inédit et extrêmement envahissant. Cet arôme déchire brutalement l'air étouffant, telle une main invisible qui taquine les nerfs olfactifs de tous les êtres qui passent. Le clochard qui somnolait dans le coin du mur renifle fortement et ouvre ses yeux troubles. Le gobelin jouant dans la boue s'arrête, son petit nez ne cesse de frémir. Même le nain qui mâchait du pain noir dans la taverne s'interrompt, lève la tête avec méfiance et marmonne, par la barbe de Glorin. Qu'est-ce qui sent si bon? Je fixe mon œuvre, le poisson grillé doré dégouline d'huile, des herbes vertes hachées parsèment le tout, et le bouillon d'os bouillonne doucement en faisant des bulles laiteuses. J'avale ma salive, sur le point de goûter moi-même une voix tonitruante comme un coup de tonnerre éclate derrière moi, pleine de curiosité et d'envie, et... Le gamin humain là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette saleté que tu trafiques? L'odeur est si alléchante. Je sursaute, me retourne brusquement. Je vois un nain à barbe rousse, qui ne m'arrive qu'à la poitrine mais est aussi trapu qu'un bloc de fer. Il se tenait juste derrière moi. Sa barbe rousse en désordre était tressée en plusieurs nattes, son nez tout rouge, et ses grands yeux ronds fixaient intensément la brochette de poisson grillé dans ma main. Sa gorge fit un mouvement de déglutition visible. C'était le nain de la taverne tout à l'heure. Mon cœur battait la chamade, bonheur ou malheur? Je fais de mon mieux pour rester calme, je lève la brochette de poisson et affiche un sourire figé par la faim et l'attention. Avec le peu de mots maladroits que je viens d'apprendre, accompagné de gestes, je mime « manger bon délicieux ». Le nain regarde la brochette de poisson dorée et croustillante, dégageant un arôme alléchant, son hésitation ne dure pas plus de 2 secondes. Le désir de bonne chair l'emporte sur le doute et la méfiance. Il dit d'une voix rauque, de la bonne nourriture? Hein, si tu me trompes, je t'écrase ton tonneau pourri d'un coup de marteau. Cela dit, il n'a pas pu s'empêcher de prendre le poisson grillé, elle a reniflé prudemment, puis a ouvert grand la bouche et en a pris une petite bouchée. Craquement la peau croustillante du poisson s'est fendue. À l'instant et après, les yeux du nain s'écarquillèrent brusquement. Comme s'il avait vu la chose la plus incroyable du monde. Ses mâchoires s'activèrent soudain, et sa barbe trembla violemment sous l'effet de cette activité frénétique dans sa bouche. L'expression sur son visage passa du doute à la stupéfaction, puis de la stupéfaction à un plaisir et une satisfaction suprême. Il émit un grognement sourd et indescriptible des extrêmes plaisirs, avalant en un éclair tout le poisson grillé d'une traite. Sans même recracher les arêtes un peu molles. Se léchant les doigts avec une gourmandise non dissimulée, il releva brusquement la tête, ses yeux brillants d'une excitation et d'une impatience intense, le doute antérieur complètement balayé. Il fouilla grossièrement dans sa poche de cuir, en sortit une pièce de cuivre rugueuse et sombre, encore chaude, et la frappa sur la pierre à côté. Humain. Donne-moi 2 autres brochettes. Non, 3. Par Gloom, ça vaut 10 000 fois mieux que le pain dur et la bière aigre que je mastique depuis 100 ans. Je réprimai ma joie intense, ramassai prudemment la pièce de l'autre monde encore imprégnée de sa chaleur corporelle. La sensation glaciale était pourtant brûlante à cet instant, c'était la première pièce de cuivre que je gagnais dans ce monde. L'espoir de survivre. J'arborai un sourire radieux et sincère, répondit d'une voix pleine d'énergie, d'accord. Un instant, s'il vous plaît. Je préparai rapidement le poisson grillé, remarquai que des silhouettes attirées par l'arôme s'étaient déjà rassemblées autour de moi, des enfants humains curieux, et des villageois qui passaient la tête. Et pendant ce temps, derrière la fenêtre du 2e étage de la taverne du Sanglier, de l'autre côté de la rue, un regard sombre perçait l'obscurité, observant froidement toute la scène. Le tavernier Jarod, en regardant les silhouettes qui se rassemblent peu à peu devant mon étal et son vieux client au visage extatique, a le visage si sombre qu'il pourrait en dégouliner d'eau, et laisse échapper un petit ricanement à peine audible. Une fumée légère s'élève en volute, mêlée à l'arôme alléchant de la nourriture, se dispersant lentement aux abords de ce petit village d'un autre monde.
Mon chemin de gastronome dans cet autre monde commence officiellement ici, entre ce seau en fer rouillé et cette fumée qui monte en spirale. Chapitre 2, la symphonie du parfum de blé et des pièces de cuivre. La sensation de la première pièce de cuivre, froide et rugueuse, mais comme un fer rouge brûlant, imprime une marque d'espoir dans ma paume. Je réprime à grand-peine l'excitation qui menace de briser ma poitrine, et glisse soigneusement cette pièce tout au fond de ma poche, comme si je tenais un rêve fragile. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Ma voix était forte, avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, et je mis rapidement les 2 autres poissons sur le feu. Les flammes léchaient le corps des poissons, la graisse tombait en grésillant, et l'arôme envoûtant devenait de plus en plus intense. Le nain à barbe rousse, marteau pierre-moustache, se tenait à côté, ses grands yeux de cloche fixés sans ciller sur le poisson grillé, ses doigts épais frottant inconsciemment, un léger gargouillis impatient s'échappant de sa gorge. Derrière, 4 ou 5 personnes s'étaient rassemblées, le clochard du coin, 2 soldats en armure de cuir usé, et une femme tenant un enfant. Tous tendaient le cou, les yeux rivés sur le poisson grillé au-dessus du feu et le pot d'os qui bouillonnait à côté. « Humain, comment fais-tu cela ?» Marteau ne put s'empêcher de demander, reniflant fortement, « J'ai bu de la bière aigre pendant 30 ans à la Ville du Vent, mangé du pain dur pendant 30 ans, jamais senti quelque chose d'aussi bon. Même les cuisines des nobles de la capitale n'ont probablement pas cette odeur. » Tout en retournant habilement le poisson grillé, saupoudrant des herbes hachées, je réorganisais dans mon esprit les bribes de vocabulaire que je venais d'apprendre, mêlant des gestes, poisson. Fraîcheur, cuisson, herbe, éliminer l'odeur de poisson, rehausser la saveur des expressions hésitantes, accompagnées de gestes, mais le sens se devine à peu près. Bientôt, 2 nouveaux poissons grillés sont prêts. Marteau de fer l'a presque arraché, sans se soucier de la brûlure, mangeant des 2 mains, déchirant à pleines dents, ses soupirs de satisfaction mêlés au bruit de mastication devinrent la meilleure publicité vivante. MMM. C'est bon. Délicieux. Il grommelait indistinctement, les taches de graisse couvrant sa barbe rousse. Les badauds n'y tinrent plus. Comme combien la brochette ? Un garde, se léchant les lèvres, pointa le poisson grillé, la main déjà sur sa bourse à la ceinture. Mon cœur s'accéléra de nouveau. Le prix ? Je jetai un coup d'œil rapide à la pièce de cuivre que Marteau m'avait donnée, estimai les coûts et la tenue des badauds. Je tendis 2 doigts. 2 pièces de cuivre ? Confirma le garde. Je hochai vigoureusement la tête. Ce prix n'était pas bon marché, cela suffisait presque pour acheter 2 gros pains noirs. Mais le garde n'hésita qu'un instant, l'arôme irrésistible l'aida à prendre sa décision. Il sortit 2 pièces de cuivre et me les tendit, prit le poisson grillé et mordit dedans sans attendre. Instantanément, ses yeux s'illuminèrent aussi, et il hocha vigoureusement la tête vers son compagnon, ça vaut le coup. Vraiment putain de bon. Goûte vite. Voyant cela, l'autre garde n'hésita plus. Puis ce fut le sans-abri, il sortit en tremblant quelques pièces de cuivre sales de sa poitrine, en compta 2, les yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. Je pris l'argent et lui tendis une brochette. Le sans-abri la prit presque en tremblant, la mangea par petites bouchées, avec une extrême préciosité, et ses yeux troubles semblèrent s'éclairer un peu. La femme qui tenait l'enfant hésita longtemps, finalement les pleurs de l'enfant et la tentation de l'arôme l'emportèrent sur tout, elle en acheta aussi une brochette, souffla doucement pour la refroidir, déchira petit à petit la chair du poisson sans arrêt et la donna à l'enfant. L'enfant cessa de pleurer, fit claquer ses petites lèvres, mangeant avec délice. Miraculeusement, devant mon stand misérable qui n'avait qu'un seau en fer rouillé, une petite file d'attente se forma. L'espoir et la force regagnèrent mon corps, la faim et la fatigue furent temporairement oubliées. Je me consacrai entièrement à la cuisine, grillant le poisson, encaissant l'argent, rendant la monnaie, débordée. La sueur coulait de mes tempes, tombant près du feu avec un léger crépitement, mais je ne ressentais qu'une joie intense. C'était la sensation que je connaissais bien. Le feu rugissant, l'arôme se répandant, les clients satisfaits, c'était mon champ de bataille, à moelle et à eau. Les pièces de cuivre dans ma poche s'accumulèrent peu à peu, lourdes, émettant un cliquetis agréable lors des frottements. Pendant une accalmie entre 2 vagues de clients, je courus rapidement vers un stand de marchandises diverses. Désignant une farine de seigle la plus grossière et un petit pot d'huile animale, tout en mimant un bloc de sel. Le vendeur de l'étal regarda l'animation de mon stand, puis soupesa les pièces de cuivre que je lui tendais, un sourire forcé se dessina sur son visage, affaire conclue. Nouveaux ingrédients en main. Mon esprit tournait à toute vitesse. Avoir seulement du poisson grillé et de la soupe ne suffisait pas, c'était trop monotone. Voyant quelqu'un vendre des tubercules à l'étal voisin, une idée me vint soudainement. Je mélangeai rapidement la farine de seigle avec de l'eau, de l'huile et un peu de sel pour obtenir une pâte. Je coupai ces tubercules au goût similaire à la pomme de terre, mais plus durs en fines lamelles et les incorporai à la pâte. Je trouvai une pierre plate relativement lisse,
la plaçait sur le feu pour la chauffer, puis l'enduisit d'un peu d'huile animale. Crac, une grosse cuillerée de pâte mélangée aux lamelles de tubercules se déversa sur la pierre brûlante. Un arôme grillé de céréales, différent de celui du poisson grillé, éclata instantanément. C'était l'odeur la plus primitive et la plus alléchante, née de la combinaison des glucides et des graisses. Avec une branche, j'étalai soigneusement la pâte, l'amincis, et la fis cuire lentement. Bientôt, une galette de blé aux pommes de terre râpée version autre monde, dorée et croustillante sur les bords, parsemée de filaments de tubercules transparents, est née. Nouveau produit. Galette parfumée au blé. Dessous. Je me suis mis à crier fort, bien que ma prononciation soit étrange, mais combinée à la vue alléchante sur la pierre, l'effet était remarquable. Cette nouveauté a immédiatement attiré plus d'attention, surtout l'arôme des céréales, qui exerçait une énorme attraction sur les gens habitués au pain comme aliment de base. Donnez-moi un. Moi aussi. Et en plus, une brochette de poisson grillé. Cette soupe sent vraiment bon, combien? Le petit stand est devenu encore plus fréquenté. Après avoir fini le sien, Marteau de Fer a sorti généreusement des pièces de cuivre pour acheter plusieurs galettes, les a mangées avec de la soupe d'os, transpirant abondamment, se régalant. Il a même aidé à maintenir l'ordre en criant de sa grosse voix, « Faites la queue. Faites la queue. Ne poussez pas. » Le soleil montait peu à peu, chassant la fraîcheur matinale et illuminant l'animation et la vitalité de ce petit coin devant mon étal. La fumée des cuisines se mêlait aux arômes complexes du poisson grillé, des galettes de blé, du bouillon d'os et des herbes aromatiques. Luttant obstinément contre l'odeur de morne habituelle de la petite ville, devenant le paysage le plus distinctif de ce matin avant du souffle. Tout en m'affairant, je remarquai qu'à la périphérie de la foule, la jeune Elphaela Murmure, que j'avais déjà croisée une fois, était réapparue sans que je sache quand. Elle se tenait toujours sous l'avant-toit non loin, gardant ses distances, ses yeux vert émeraude fixés dans ma direction, son visage froid affichant une curiosité difficile à dissimuler, une lutte intérieure. Il semblait que l'arôme exerçait sur elle une forte attraction, mais une certaine réserve ou inquiétude la retenait. Je n'eus pas le temps d'y penser davantage, je lui souris amicalement et continuai à travailler la tête baissée. Cependant, de l'autre côté de cette animation grandissante, derrière la fenêtre du 2e étage de la taverne du Sanglier, ce regard froid ne quittait jamais la scène. Jarod regardait de plus en plus de gens devant mon étal. Voyant ce maudit nain s'incruster là comme un dieu de porte, mangeant et buvant sans tenue, et voyant les clients habituels qui auraient dû entrer dans sa taverne pour prendre leur petit déjeuner attirés pour faire la queue devant mon étal, son visage s'assombrissait de plus en plus. La coupe en bois qu'il tenait dans ses mains grinçait sous la pression. Maudit étranger. Il cracha ces mots entre ses dents, une lueur de cruauté traversant ses yeux. Tu veux voler mon commerce avec des trucs bizarres? Rêve. Il se retourna brusquement et cria vers le bas, pète. Ramène-toi. Un homme maigre, au visage sournois, portant un tablier de barman, se dépêcha de monter. Jarod baissa la voix et ordonna d'un ton mauvais, va, renseigne-toi bien, d'où ce gamin sort ce poisson et ces herbes pourries. Et va voir Calvin, le percepteur, dis-lui que il y a un étranger qui cause des problèmes dans la rue sans avoir payé la taxe foncière et les frais d'hygiène. Oui, patron. L'homme maigre et petit a un sourire entendu dans les yeux, s'incline et recule. Jarod regarde à nouveau la silhouette occupée dehors, un sourire froid aux lèvres. La fumée de la cuisine monte toujours, l'odeur brûlée des galettes de blé et l'arôme du poisson grillé s'entremêlent, jouant une symphonie de survie et d'espoir. Mais sous cette mélodie, une note discordante a déjà retenti silencieusement. Chapitre 3, les défenses du sanglier. Le soleil de l'après-midi devient impitoyable, mais la chaleur devant le chariot miracle ne diminue en rien. Je suis si occupé que mes pieds ne touchent pas le sol, la sueur coule de mon front sans que je puisse l'essuyer. Le bouillon d'os dans le pot en terre cuite est déjà épuisé, il ne reste qu'un fond laiteux épais collé aux parois. Les brochettes de poisson grillé sont jetées par terre, la dernière galette de blé sur la pierre vient d'être achetée. Je me redresse le dos douloureux, regarde la caisse d'ingrédients vide et la lourde poignée de pièces de cuivre dans ma poche. Un sentiment de réussite indescriptible a dissipé ma fatigue. Commencer avec un poisson, l'équipement dépend entièrement, et bien, entièrement de la cuisson. Le premier jour dans cet autre monde, finalement, j'ai survécu sans encombre, et c'était un grand succès. Les convives se sont dispersés satisfaits, beaucoup d'entre eux se rappelant le goût en se pourléchant les lèvres. Marteau Barbe de Pierre a rôté bruyamment, le visage comblé, tapant sur son ventre rond, son armure de cuir semble encore plus tendue. Il n'a aucune intention de partir, au contraire, il s'est assis sur une pierre à côté, a sorti une gourde en cuir, buvant de temps en temps la bière de malt de mauvaise qualité mais bien forte, la traitant comme sa nouvelle base. Petit humain, il a rôté, libérant un mélange d'odeurs d'alcool et de nourriture, ton talent culinaire,
c'est vraiment incroyable. Désormais, moi, eux, mon déjeuner et mon dîner, je les réglerai chez toi. En rangeant les débris et nettoyant les ustensiles de cuisine rudimentaires, je répondis en souriant, « Bienvenue viens tous les jours. » Bien que la langue restait hésitante, nous pouvions comprendre nos intentions mutuelles. Juste pendant ce bref moment de répit, les ennuis arrivèrent silencieusement, comme des hyènes attirées par l'odeur du sang. 3 hommes, mal habillés et au regard louche, s'approchèrent en titubant et s'arrêtèrent juste devant mon stand. Le chef était un borgne avec une cicatrice sur le visage, les bras croisés, les muscles tendus. Les 2 autres, un grand et un petit, avaient des regards fuyants et m'examinaient malveillamment, ainsi que le sac contenant mon argent. L'atmosphère harmonieuse dans l'air se figea instantanément. Le borgne me regarda de côté avec son œil valide, d'une voix rauque et désagréable, et, le nouveau. Qui t'a permis de t'installer ici? Mon cœur fit un bond, sachant que les fauteurs de troubles arrivaient. Je m'arrêtai de travailler, essayant de rester calme, et répondis avec les mots que je venais d'apprendre, « Ici personne ne peut pas ?» Personne n'a dit non. Le borgne ricana, fit un pas en avant, manquant de marcher sur mon foyer. Je dis non, maintenant. Cette rue est sous la protection de notre patron Jarod, de la taverne du Sanglier. Tu veux t'installer ici? As-tu demandé à notre patron? Enchaîna le grand voyou derrière lui d'un ton moqueur. Tu prends la place de notre taverne, tu nous voles nos affaires, tu ne connais pas les règles? Le plus petit donna un coup de pied dans le seau en fer rouillé, qui émit un bruit sourd, chargé de menaces. Mon cœur s'assombrit. C'étaient bien des hommes de Jarod. Je balayai rapidement les alentours du regard. Quelques villageois qui s'attardaient pour regarder reculèrent instinctivement, le visage marqué par la peur et l'indifférence. Dans ce village frontalier chaotique, ce genre de voyou était le plus coriace. Je ne connais aucune règle. Dis-je d'une voix grave, ma main serrant discrètement la branche taillée en pointe qui me servait à embrocher le poisson. Tu ne sais pas? Le borgne ricana, montrant ses dents jaunes, alors aujourd'hui tu vas apprendre. La règle, c'est, soit tu paies 5 pièces d'argent par mois pour la protection, soit. D'un coup de pied brusque, il fit s'effondrer à moitié le four en briques rudimentaire que j'avais eu tant de mal à monter, faisant voler des étincelles et des cendres partout, et tu dégages immédiatement de ville au vent. Choisis. 5 pièces d'argent. C'est du vol. J'ai travaillé jusqu'à cet après-midi, et toutes mes recettes réunies ne doivent même pas atteindre un peu plus de la moitié de cette somme. Pas d'argent. Je serrai les dents et crachai ces 2 mots, le corps légèrement tendu, prêt au pire. Je ne suis pas un bagarreur, mais après des années à tenir un stand de nuit, je ne suis pas non plus une poire facile à presser. Pas d'argent? Le regard du borgne devint féroce, alors ne nous reproche pas d'être impolis. Les gars, dégourdissez-lui les articulations, et foutez en l'air sa misérable échoppe. Le grand et le petit voyou s'avancèrent en ricanant, le grand tendit la main pour attraper mon col, tandis que le petit visait le sac d'argent. Au moment où je m'apprêtais à frapper de toutes mes forces avec la branche que je tenais la main qui s'approchait le marteau noir de Grom. Un rugissement comme un coup de tonnerre explosa à côté. Le marteau barbe de pierre, qui était assis sur une pierre à boire de l'alcool, se releva brusquement. Il ne mesurait que jusqu'à la poitrine du grand voyou, mais l'air féroce qu'il dégageait soudainement était comme celui d'un lion enragé. Sa barbe rousse semblait encore plus hirsute à cause de la colère, et ses yeux grands comme des cloches de bronze débordaient de fureur. Quel asticot sorti d'une fosse à merde! Ose déranger ma bonne humeur après mon repas? Et ose toucher à mon cuisinier? Sa voix faisait bourdonner les tympans. Il ne laissa aucun temps de réaction aux 3 voyous. Le marteau n'avait même pas touché la hache de guerre posée à portée de main. Il fit simplement un grand pas en avant et son bras droit, aussi épais qu'une racine d'arbre ancien, frappa comme un éclair. Pan! Un crochet du nain bien solide, précis et féroce, s'abat sur le ventre du voyou de grande taille qui allait m'attraper. Burk! Les yeux du voyou de grande taille surgissent instantanément, son corps se plie en forme de crevette. Un jet d'eau acide mêlé à des résidus de nourriture non digérée jaillit, et il s'effondre mollement par terre. Presque au même moment, Marteau balance son bras gauche, une lourde gifle avec un bruit de vent, frappant directement le voyou de petite taille qui avait renversé l'étal. Pan! Une gifle claire et retentissante. Le voyou de petite taille, comme une toupie frappée, tourne sur lui-même d'un demi-tour, tombe à terre en criant de douleur, un côté du visage enflant à vue d'œil. Du coin de la bouche coulent des fils de sang, les oreilles bourdonnent, complètement hébétées. En un éclair, des 3 voyous arrogants tout à l'heure, il ne reste plus que le borgne chef debout. Le rictus féroce du borgne se figea complètement, se transformant en terreur et incrédulité. Il regarda ces 2 hommes à terre, puis le nain barbu roux, qui se tenait devant lui, dégageant une aura meurtrière tel un rempart bas. Son œil unique était empli de peur.
Il reconnaissait ce nain, c'était le célèbre mercenaire Marteau Barbe de Pierre, réputé pour sa force et son mauvais caractère dans la ville. Maître. Maître Marteau. La voix du borgne baissa instantanément d'une octave, tremblante, c'est une affaire entre le patron Jarod et lui. Vous, pourquoi devriez-vous? Jarod? Ce sanglier gras qui ne fait que se vautrer dans les égouts? Marteau cracha par terre, s'approchant pas à pas du borgne. Chaque pas semblait marteler le cœur de l'autre. Retourne lui dire. Ce gamin humain, Marteau Barbe de Pierre, le prends sous ma protection. Son étal, c'est ma cantine. Osez encore envoyer de la racaille comme vous pour causer des ennuis. Marteau de Fer tendit brusquement la main, attrapa le col du borgne, et souleva de force cet homme robuste, d'une tête plus grand que lui, à quelques centimètres du sol. Son visage imprégné d'alcool se pencha presque contre celui de l'autre, et il articula mot à mot. Je vais démolir sa misérable taverne, et faire fondre sa graisse pour en faire de l'huile à lampe. Compris. Le borgne, livide de peur, terrifié, hocha la tête sans cesse, oui compris. Compris. Grand-père Marteau de Fer. On s'en va tout de suite. Tout de suite. Marteau de Fer le jeta à terre comme un déchet. Le borgne, rampant, ramassa ses deux acolytes qui gémissaient encore, et s'enfuit à toutes jambes, sans se retourner, vers la taverne du sanglier. Un bref silence régna autour de nous. Je regardais le dos trapu mais incroyablement fiable qui se tenait devant moi, pousser un long soupir de soulagement, les paumes trempées de sueur froide. M'avançant, je dis sincèrement, mère merci. Le marteau se retourna, l'air féroce sur son visage disparut instantanément, redevenant ce dîneur satisfait. Il me tapota vigoureusement le bras manquant de me faire trébucher, de quoi me remercier. À l'avenir, tu me grilles 2 poissons de plus et tu me sers 2 bols de soupe supplémentaires, ça suffit. Bordel, tu déranges ma digestion. La crise écartée, l'ambiance alentour redevint animée. Dans le regard des villageois qui m'observaient de loin, outre la curiosité, apparut une nuance différente. Ce nouvel étranger non seulement cuisinait bien, mais en plus il avait des mercenaires nains comme appui. Je regardais le marteau, un sourire sincère sur le visage. Je savais que ce n'était pas seulement une taxe de protection économisée, mais aussi, dans le vrai sens du terme, le fait d'avoir acquis mon premier ami et allié dans ce monde étranger. Je me baissai et reconstruisis le fourneau effondré. Les crocs du sanglier avaient été projetés en avant une première fois avant d'être violemment repoussés. Mais je savais que Jarod n'en resterait pas là. Les jours à venir ne seront probablement pas calmes. Mais en regardant le nain à ses côtés et en pesant les pièces de cuivre dans sa poche, il se sentit rempli de courage. Les hyènes envoyées par la taverne du sanglier furent chassées par les poings durs de Marteau de Fer, ne laissant que des traces de pas en désordre et l'odeur de peur et de violence qui ne s'était pas encore complètement dissipée dans l'air. Léao reconstruisit silencieusement le fourneau effondré, ramassa les briques éparpillées, ses gestes stables, sans la moindre panique. Après des années à vendre sur le marché de nuit, il avait déjà connu des scènes bien pires. Marteau de Fer Barbe de Pierre cracha par terre, comme pour expulser la malchance apportée par cette racaille. Il se rassit à sa place attitrée, avala une grande gorgée de bière et jura d'une voix rude, « Poids. Ce porc de Jarod n'a que ça comme ambition. Jeune homme, n'aie pas peur, tant que je suis là, quiconque osera venir chercher des ennuis verra. » Léao leva la tête et adressa un sourire reconnaissant au nain. Le soleil éclairait son visage encore couvert de sueur, mais son regard était particulièrement clair, « N'aie pas peur. Avec toi, je suis rassuré. » Ces paroles courtes firent grand plaisir à Tiechui, qui renifla avec satisfaction et retroussa ses moustaches. Cependant, les ennuis ressemblaient à la boue de la saison des pluies à bourre du vent, à peine venait-on d'en éviter une flaque qu'une autre surgissait. Alors que Léao finissait de nettoyer les lieux, se préparait à ranger ses affaires et réfléchissait à où trouver plus de poissons et cette herbe aromatique le lendemain. Une silhouette quelque peu dépareillée du style rude de la petite ville s'approcha lentement. Le nouveau venu portait un vieil uniforme un peu trop serré, délavé, avec des doigts trapus. Une bague en cuivre bon marché enserrait son annulaire potelé. Son ventre était proéminent, ses joues grasses, ses petits yeux plissés révélaient une lueur rusée et dérangeante. Il tenait un porte-bloc et une plume usée, examinant avec affectation l'étal de Léao ainsi que le sac en tissu bien visible, rempli de pièces de cuivre, à côté. C'était le percepteur Calvin. Le cœur de Léao se serra légèrement. Il reconnaissait ce visage. Hier, alors qu'il cherchait des ingrédients, il avait vu ce gros homme arpenter la rue avec arrogance pour collecter les taxes auprès des autres marchands. Marteau de Fer vit aussi l'arrivant et fronça immédiatement les sourcils en un nœud, marmonnant à voix basse, « Merde, c'est Calvin le vampire. Gamin, fais gaffe, ce salaud est encore plus coriace qu'un voyou. » Calvin se promena jusqu'à l'étal, d'abord jeta un regard critique sur le vieux seau en fer et la planche rudimentaire, puis émit un grognement du nez,
comme s'il voyait quelque chose de tout à fait indigne. Puis son regard, tel une langue collante, se posa fermement sur la bourse bien remplie de Léao. Fit-il d'une voix traînante, avec un ton officiel affecté, nouvel arrivant. Vous avez l'air très étranger. Léao s'arrêta, hocha la tête et répondit prudemment, oui, je suis arrivé aujourd'hui. Arrivé aujourd'hui? Calvin leva les paupières, ses petits yeux lançaient un regard scrutateur, d'où venez-vous? Avez-vous un permis de séjour pour Bourg-du-Vent? Un permis de commerce ambulant? Un permis sanitaire? Un permis d'occupation du sol? Une série de permis tomba, avec une intention évidente de tracasserie. Léao comprit clairement que l'autre ne visait que l'argent. Il essaya de garder un ton calme, pas encore fait les démarches. Puis-je savoir combien cela coûte? Combien cela coûte? Calvin eut l'air de trouver cela drôle, les graisses de son visage tressaillirent, est-ce une question d'argent? C'est une question de règle. C'est la loi sous l'autorité du Seigneur. Il ouvrit avec affectation son porte-document en bois, traça au hasard avec un pinceau usé, vente sans permis, amende selon la loi d'abord 20 pièces de cuivre. Occupation de l'espace public, nuisant à l'apparence du bourg, encore 10 pièces de cuivre. État sanitaire TSK, regardez ce seau, cette pierre, et ces détritus, il désigna les arêtes de poisson et les pics éparpillés au sol, encore 15 pièces de cuivre. Ensuite, pour le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, calculé au taux d'imposition de 10%. Il a calculé à toute vitesse et a fini par tendre sa main courte et épaisse, ornée d'une bague en cuivre, la paume tournée vers le haut. D'une voix sans réplique, il a dit, vu que tu es nouveau, je te fais une réduction. Au total, 50 cuivres. Maintenant. Immédiatement. 50 cuivres. Les paupières de Léao tressaillirent violemment. C'était presque la plus grande partie de ce qu'il avait péniblement gagné aujourd'hui. C'était tout simplement un vol pur et simple. Plus impitoyable que l'argent de protection exigé par ces voyous. Les voyous ne veulent que de l'argent, mais ce percepteur d'impôts, lui, se cache derrière une apparence légale. À côté, Marteau bouillonnait de colère et se leva brusquement, Calvin. Pourquoi tu ne vas pas carrément voler? 50 cuivres? Même en un an, ce porc comme toi ne récolterait pas autant d'impôts. Calvin sembla seulement alors remarquer Marteau. Une lueur de crainte traversa son visage, mais elle fut rapidement réprimée par la cupidité et le sentiment de supériorité que lui conférait sa fonction. Il bomba son ventre gras et dit avec un air vertueux, Marteau. Fais attention à ce que tu dis. C'est mon devoir d'exécuter les ordres publics et de maintenir l'ordre et l'équité de la ville. Veux-tu refuser l'impôt? C'est un crime grave. Il a souligné le mot crime grave, ses petits yeux plissés d'un air menaçant, regardant Léao. Les poings de Léao se serrèrent discrètement sur le côté. Il jeta un coup d'œil à Teiechui, qui était en colère, la barbe tremblante, prêt à lever sa hache, puis regarda les habitants de la ville qui regardaient de loin, un air d'habitude et d'indifférence sur le visage. Il comprit qu'entrer en conflit frontal avec le percepteur des impôts n'aurait absolument aucune bonne issue. L'autre représentait les règles de ce lieu, même si ces règles étaient déformées. Endurer pour le moment apporte une paix passagère. Ce n'était pas encore le moment de rompre complètement les ponts. Il prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Un sourire légèrement rigide et humble apparut sur son visage, tandis qu'il commençait à compter les pièces de cuivre une à une de sa lourde bourse. Ding-dong. Ding-dong, le son des pièces de cuivre tombant dans la paume de Calvin, clair et strident. Chaque son semblait frapper le cœur de Léao. C'était le capital de survie qu'il avait failli mourir de faim, puis gagner après une journée entière de travail acharné, avec sa sueur et ses compétences. L'expression de Calvin s'adoucit un peu, affichant même un sourire satisfait. Il soupesait les pièces de cuivre de plus en plus lourdes dans sa main, l'avidité débordant presque de ses petits yeux. Le marteau, à côté, haletait de colère, mais il ne pouvait rien y faire, se contentant de fixer Calvin d'un regard furieux. Finalement, 50 pièces de cuivre, pas une de moins, furent remises à Calvin. Calvin glissa habilement les pièces dans une bourse en cuir gonflée accrochée à sa ceinture, qui semblait déjà bien remplie. Il griffonna hypocritement quelques traits sur une planchette de bois, comme s'il prenait des notes. Pas mal, quelqu'un qui connaît les règles. Il hocha la tête avec satisfaction, dit-il d'un ton condescendant, demain, n'oublie pas de compléter les permis nécessaires, les frais seront calculés séparément. Bien géré, ne me cause plus d'ennui, compris? Ayant dit cela, il ne jeta plus un seul regard à Léao, empocha ce gain inattendu, satisfait, en se dandinant vers le prochain vendeur malchanceux. Léao regarda son dos corpulent disparaître au coin de la rue, serrant fermement les lèvres. L'argent dans sa poche avait instantanément rétréci de plus de la moitié, devenant léger. Merde. Ce fichu parasite.
Shui frappa violemment le rocher à côté d'un coup de poing, plein de ressentiment, tu aurais dû me laisser le fendre d'un coup de hache. Liao expira lentement un souffle d'air vicié, secoua la tête. Il se pencha, continua à ranger les affaires, la voix calme mais avec une pointe de froideur, non. Les poings ne peuvent pas abattre les règles. Du moins pas maintenant. Il prit la pièce de cuivre au bord rugueux que Marteau lui avait initialement donnée, la faisant glisser entre ses doigts. La sensation froide lui rappelait la réalité et la cruauté de ce monde. Il fallait être plus intelligent. Murmurant pour lui-même, son regard balaya la rue, les vendeurs silencieux, en direction de la taverne du sanglier. Aujourd'hui, avec de l'argent, il avait temporairement acheté la paix, mais il avait aussi ressenti physiquement une autre forme de croc. Plus insidieuse et plus difficile à affronter. Mais de même, l'avidité du percepteur lui avait fait entrevoir une autre possibilité, peut-être que parmi ces gens exploités, tous n'étaient pas consentants. Peut-être pourraient-ils aussi devenir, en un sens, des alliés? Le soleil couchant étirait longuement son ombre, il poussa le seau en fer rouillé et ses modestes biens en direction de la cabane délabrée qui lui servait d'abri temporaire. Marteau le suivait en maugréant, toujours en train de protester pour lui. Les revenus du jour étaient bien en dessous des prévisions, mais le regard de Liao était plus lucide et déterminé que jamais. Le jeu de la survie ne se joue jamais seulement autour du fourneau. Les empreintes avides du percepteur Calvin semblaient encore marquées sur la bourse de cuivre soudainement rétrécie, lourde, oppressant le cœur de Liao. La nuit dernière, allongé dans la petite masure louée à la hâte, pleine de courants d'air, il écoutait les cris d'insectes étrangers de cet autre monde, et retournait sans cesse ses pensées. 50 pièces de cuivre. Presque une journée de dur labeur réduite à néant. La malveillance de Jarod, comme des asticots collés aux os, ne disparaîtra jamais après un seul échec. Des parasites comme Calvin viendront régulièrement sucer le sang. Pour se stabiliser, comptez uniquement sur le poisson grillé et les galettes d'orge actuelles. Les marges sont trop minces, la capacité à résister aux risques trop faible. Il faut augmenter les revenus. Il faut trouver plus d'ingrédients, meilleurs et moins chers, développer plus de produits uniques, impossibles à imiter ou à réprimer facilement. Cette pensée grandissait comme de l'herbe folle dans son cœur. Ainsi, le lendemain matin, à l'aube, alors que la petite ville était encore enveloppée d'une brume silencieuse, Liao partit avec un panier en osier vide sur le dos. Sa cible était la forêt de brume mystérieuse et profonde à l'est de la petite ville, qui semblait receler d'innombrables secrets. Marteau de pierre, dès qu'il apprit qu'il allait dans la forêt, sans dire un mot. Souleva sa hache à double tranchant qui semblait incroyablement lourde et le suivit. « Mon garçon, il n'y a pas que des lapins et des champignons dans ce bois », grogna le nain d'une voix rauque, sa barbe rousse légèrement humectée par la rosée du matin. Des gnolls pitoyables, des gobelins rusés, et des loups des bois affamés qui dévorent tout avec ton petit corps fragile, tu ne saurais même pas de quoi leur remplir une dent. Moi, je vais en profiter pour me dégourdir les muscles. Liao se sentit réchauffé au cœur et n'opposa aucun refus. Avec ce guerrier nain expérimenté comme garde du corps, le niveau de sécurité augmentait sans aucun doute considérablement. Plus il s'approchait de la forêt, plus l'humidité dans l'air augmentait et la végétation devenait dense et étrange. La cime des arbres anciens obscurcissait le ciel, projetant des ombres tachetées. De nombreuses plantes qu'il n'avait jamais vues, des mousses émettant une faible lueur bleue, des arbustes violets dont les feuilles se refermaient doucement au vent, et même des lianes portant de petites baies blanches comme des perles. L'air était imprégné d'un mélange d'odeurs de feuilles pourries, de terre humide et d'un parfum floral étrange. Le marteau n'avait évidemment aucun intérêt pour le paysage, il tenait sa hache de guerre avec méfiance, ses yeux gros comme des cloches scrutant constamment les bosquets sombres et les racines tordues, se méfiant des dangers possibles. Liao, quant à lui, était complètement dans son élément. Ses yeux, tels des scanners ultra précis, parcouraient attentivement chaque parcelle de terre, chaque arbre, chaque touffe d'herbe. L'instinct du cuisinier et ses sens olfactifs et visuels, devenus plus aiguisés après la traversée, étaient ses meilleurs outils de prospection. Marteau, regarde ça. Il s'accroupit, écarta une épaisse couche de feuilles mortes, révélant une touffe de champignons au chapeau jaune pâle avec des motifs nuageux uniques. Il a soigneusement cassé un petit morceau, l'a porté à son nez et a senti un arôme riche, semblable à celui des noix et des amandes, pénétrant ses narines. Cette chose sent bon. Shui s'est approché pour regarder, mais fais attention, les champignons dans la forêt, plus ils sont beaux, plus ils sont susceptibles d'être toxiques. Liao a hoché la tête et a ramassé prudemment quelques champignons en bon état dans son panier, ramené, essayé. Il avait confiance en son jugement, ce champignon était probablement un mets délicat comestible. En continuant à s'enfoncer, il a découvert une plante vert foncé aux feuilles épaisses et aux bords couverts de petits poils. En l'écrasant, elle dégageait un parfum frais semblable au citron et à la menthe, revigorant. Cela peut enlever l'odeur de poisson, ajouter de l'arôme, peut-être peut-on aussi en faire du thé.
Il a également eu la chance de trouver un petit buisson couvert de baille. Les fruits n'étaient que de la taille d'un ongle, de couleur violet foncé, recouverts d'une couche naturelle de pruines blanches. Il en a cueilli un et l'a goûté, l'acidité était extrêmement forte, stimulant instantanément une salivation abondante. Mais après l'acidité, un arrière-goût merveilleusement sucré remonta dans la gorge. Trop acide impossible à manger directement, mais si on en fait une sauce d'assaisonnement, ou qu'on l'utilise comme vinaigre, les yeux de Léa aussi s'illuminèrent de plus en plus. Ce sont tous des trésors. C'était un cadeau généreux de la nature de ce monde étranger à ce cuisinier. Alors qu'il était plongé dans la joie de sa découverte, le marteau, qui marchait devant, émit soudain un avertissement grave: chut. Gamin, silence. Léao retint immédiatement son souffle et s'accroupit. Devant lui, dans une clairière non loin, plusieurs loups des forêts, au pelage gris-noir, au corps efflanqué mais au regard féroce, tournaient autour d'un mouflon blessé. Émettant de sourds grognements, la bave coulant de leurs babines. Le marteau serra sa hache de guerre, ses muscles tendus, et murmura: des ennuis. Pas mal de monde, un peu délicat. Le cœur de Léao remonta dans sa gorge. À cet instant, une silhouette rapide comme le vent apparut silencieusement sur une branche transversale d'un grand arbre, un peu devant. C'était une silhouette élancée, vêtue d'une armure souple vert foncé qui se fondait dans la couleur de la forêt. Des cheveux argentés longs comme une cascade tombaient, ses oreilles pointues tremblaient légèrement. Elle portait un long arc magnifiquement formé sur le dos, ses yeux vert émeraude étaient froids et concentrés, fixant la meute de loups en bas. C'était la jeune fille elfe, Ayla Murmure. Elle semblait aussi avoir découvert Reno et Marteau, et les parcourut d'un regard froid, avec une vigilance à peine perceptible, avant de se tourner à nouveau vers la meute de loups. Elle bougeait avec la légèreté d'un chat, sortant élégamment une flèche, l'encordant, bandant l'arc. Tout le mouvement était fluide et naturel, empli d'une force naturelle. Swoosh, la flèche traversa l'air, émettant un sifflement aigu et léger. Ce n'est pas dirigé vers la meute de loups, mais planté avec une précision parfaite sur le sol devant le loup alpha. La flèche tremble violemment à l'arrière, émettant un bourdonnement d'avertissement. L'attaque soudaine et le bruit provoquent une agitation parmi la meute de loups. Le loup alpha grogne avec méfiance, regarde vers la direction d'où vient la flèche, et aperçoit l'elfe sur la branche. Ayla n'attaque pas à nouveau, elle fixe simplement le loup alpha d'un regard froid, dégageant une pression invisible de gardienne de la forêt. La meute de loups s'agite un moment, semblant peser le pour et le contre. Finalement, le loup alpha grogne avec réticence, puis emmène la meute lentement dans les profondeurs de la forêt dense, abandonnant la proie presque attrapée. Le danger est écarté. Marteau soupire de soulagement, pose sa hache de combat, et marmonne, PFF, ses oreilles pointues qui se mêlent de tout. Mais Réao est intrigué. Il se lève, adresse à l'elfe sur l'arbre un sourire sincère et reconnaissant, et dit, dans les mots elfiques qu'il vient d'apprendre et qui sont encore très maladroits: merci toi. Tu as beaucoup aidé. Ayla sauta légèrement de l'arbre, atterrissant sans bruit. Elle regarda les récoltes insolites dans le panier en osier sur le dos de Léao, une lueur de curiosité traversant ses yeux vert émeraude, mais son visage restait toujours froid. Elle hocha légèrement la tête, en guise de réponse, sans parler. Léao prit son courage et sortit du panier la plante à l'arôme de citron et de menthe, la lui tendit, essayant de demander: ceci. Tu sais ce que c'est? Le regard d'Ayla se posa sur la plante, ses yeux bougèrent légèrement. Elle parla enfin, d'une voix claire comme l'eau de source, avec l'accent caractéristique des elfes, mais parlant la langue commune bien plus couramment que Léao, herbe d'ombre lunaire. La nuit, ses feuilles absorbent la lumière de la lune et émettent une faible lueur. Le jus apaise les émotions, stimule l'esprit. Humain, pourquoi l'accueilles-tu? Pour cuisiner, assaisonner. Répondit honnêtement Léao, puis désigna les champignons et les baies: ceci. C'est aussi ça. Délicieux. Manger? Les sourcils d'Elaé se froncèrent imperceptiblement, comme si elle désapprouvait ce comportement de Léao qui profanait les dons de la nature, mais une forte curiosité la poussa à ne pas s'éloigner immédiatement. Elle regarda les yeux de Léao qui brillaient à la découverte d'un nouvel ingrédient. Il n'y avait aucune once de cupidité, seulement un amour pur, presque obsessionnel. Cela ne ressemblait à aucun des humains qu'elle avait rencontrés. Elle resta silencieuse un instant, puis pointa soudain du doigt une autre baille rouge que Léao avait cueillie dans son panier, avec un ton légèrement avertissant: celle-ci, la baie écarlate. En manger trop engourdit la langue et fait gonfler la gorge. Léao sursauta et s'empressa de jeter les quelques baies rouges. Merci, j'ai failli avoir des ennuis. En voyant son air affairé, Elaé sembla légèrement esquisser un sourire, mais retrouva vite son calme. Elle n'en dit pas plus, se retourna, et en quelques bonds, disparut dans l'épaisseur de l'ombre des arbres, comme si elle n'avait jamais été là. Marteau s'approcha, tapota l'épaule de Léao: allez, arrête de rêvasser, mon garçon. Dépêche-toi de ranger tes affaires, cet endroit n'est pas fait pour s'attarder.
Bonne récolte aujourd'hui, ça devrait t'occuper un moment. Léao reprit ses esprits, regarda la direction où l'elfe avait disparu, puis le panier débordant de trésors, et un large sourire illumina son visage. Ce voyage en forêt ne lui avait pas seulement rapporté des ingrédients précieux, mais semblait aussi avoir tissé un lien subtil et bienveillant avec la mystérieuse jeune elfe. Sur le chemin du retour, la lumière du soleil traversait les branches, éclairant sa route. De retour dans son modeste repère, chargé des dons de la forêt, Léao, sans prendre le temps de se reposer, se plongea immédiatement dans l'étude des nouveaux ingrédients. La vieille cabane délabrée s'emplit alors de diverses odeurs étranges, le côté corsé des noix, la fraîcheur du citron et de la menthe, et l'odeur acidulée des bailles qui faisaient saliver. Marteau de Pierre Barbe était assis en tailleur à la porte, tout en frottant sa hache de guerre bien-aimée, il tendait le cou avec curiosité pour regarder à l'intérieur, le nez frémissant sans cesse. « Garçon, ces herbes et ces fleurs que tu trafiques, peuvent-elles vraiment être plus parfumées que la viande ?» Léao n'avait pas le temps de répondre, il était tout à fait concentré. Il coupa d'abord soigneusement les champignons noisettes jaunes pâles en tranches, les faisant frire doucement à feu doux avec le peu d'huile animale qu'il avait. Bientôt, un parfum encore plus intense que lorsqu'ils étaient frais, semblable à des noix grillées et du beurre caramélisé, éclata, dominant instantanément toutes les odeurs de la cabane. Glou glou. Marteau avala bruyamment sa salive, les yeux écarquillés. Ce goût est incroyable. Léao sourit, saupoudra un peu de sel sur les tranches de champignons dont les bords étaient dorés et l'intérieur tendre, et en donna quelques-unes à Marteau. Le nain les jeta impatiemment dans sa bouche, qui croquèrent. Après avoir mâché 2 fois, son visage afficha une expression de satisfaction et de surprise extrême, et il marmonna indistinctement, parfumé. Sacrément parfumé. Encore plus savoureux que la viande de mouton rôti. L'expérience était un succès. La confiance de Léao grandit. Il écrasa à nouveau ses baies violet foncé qui faisaient grincer des dents, ajouta un peu d'eau claire et des feuilles de lune déchirées, puis les fit mijoter lentement dans une petite marmite en terre cuite jusqu'à obtenir une sauce épaisse et violet foncé. Il en trempa un peu pour goûter. L'acidité était encore forte, mais devenue douce et ronde. La fraîcheur des feuilles de lune neutralisait habilement l'acidité piquante, apportant un arrière-goût complexe et merveilleux. Parfait. C'était tout simplement un vinaigre de fruits et une sauce aromatique naturelle. Léao serra le poing avec excitation. Tôt le lendemain matin, le chariot à miracle rouvrit. Mais contrairement au jour précédent. Sur l'étal, une planche de bois cassée avec un nouveau menu écrit au charbon de bois a été dressée, nouveauté brochettes de champignons aux noix grillées 3 pièces de cuivre, galettes de blé aux baies secrètes 2 pièces de cuivre, thé rafraîchissant à l'herbe de lune 1 pièce de cuivre. Les noms étranges ont immédiatement attiré le regard des lève-tôt. Et lorsque Léao a placé les premières brochettes de champignons sur le grill, l'odeur puissante et intense, jamais vue auparavant, a explosé comme une bombe invisible dans le matin de la ville du vent. Cette odeur n'était plus celle du poisson grillé ou du pain brûlé, mais une odeur de graisse riche, plus lourde, plus raffinée, capable d'éveiller l'appétit le plus primitif. Elle attrapait impitoyablement le nez de chaque passant, les traînant devant l'étal. « Patron, patron. C'est quoi ce champignon? Combien ça coûte ?» Un aventurier humain, les yeux écarquillés, pointa les brochettes de champignons grésillantes, la bave presque aux lèvres. 3 pièces de cuivre la brochette, saveur exclusive, si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Léao crie avec assurance en tendant une brochette de champignons parfaitement grillés. L'aventurier prend une bouchée, perd instantanément le contrôle de son expression, ses yeux s'écarquillent comme des cloches, comme s'il ressentait une explosion nucléaire sur ses papilles gustatives. Par la déesse. Qu'est-ce que c'est que ce goût divin? Donnez-moi 5 autres brochettes. De l'autre côté, la galette de blé parfumée à la sauce de baille violette a également fait sensation. La galette de blé ordinaire, sous l'accent de la sauce aigre douce, acquiert une texture incroyablement riche en couches, stimulant grandement l'appétit. Surtout les elfes et les clientes qui n'aiment pas les plats gras sont presque instantanément conquises. Cette galette? Donnez-m'en une autre s'il vous plaît. Aigre douce, tellement bonne. Patron, combien coûte cette sauce? Quant au thé vert pâle infusé avec l'herbe de l'ombre lunaire, il dégage un arôme rafraîchissant, légèrement astringent en bouche. Un arrière-goût sucré et revigorant en a fait immédiatement la boisson idéale pour accompagner les grillades et les galettes de maïs, dépassant même la soupe en termes de vente. Le petit stand a de nouveau vu une longue file d'attente, plus longue que jamais. La foule était bruyante, des exclamations, des éloges et des appels pressants se succédaient. « Réservez-moi une brochette de champignons. Je veux 3 galettes à la confiture. Il reste du thé aux herbes de l'ombre lunaire ?» Marteau Pierre à Barbe était complètement débordé. Non seulement il mangeait lui-même, Léao lui avait ouvert une porte dérobée, à volonté, mais il s'était aussi spontanément porté volontaire pour maintenir l'ordre, criant à tue-tête pour faire la queue,
arborant un sourire fier comme s'il partageait le mérite de ce succès. Réao était encore plus occupé, trempé de sueur, mais le sourire d'excitation ne quittait jamais ses lèvres. En voyant les expressions étonnées et satisfaites des convives face à ces nouvelles créations, en entendant les pièces de cuivre tomber dans la bourse comme un ruisseau, toute la peine en valait la peine. La renommée des plats miracles, accompagnée de cet arôme et de cette réputation sans précédent, s'est répandue comme une traînée de poudre dans la petite ville. Les gens couraient s'informer mutuellement et venaient en masse pour vivre cette tempête gustative. Cependant, en face de cette agitation et de ce succès extrême, la taverne du sanglier sembla particulièrement froide et oppressante. Jarod se tenait à l'entrée, son visage gras déformé par la jalousie et la colère. Il regardait la longue file d'attente sinueuse devant l'étal de Léao, sentait l'arôme étrange qui lui faisait involontairement avaler sa salive, puis se retournait pour voir les tables et chaises vides de sa taverne, où seuls quelques vieux ivrognes buvaient encore de la bière aigre. Une rage noire lui monta à la tête. Surtout lorsqu'il vit son propre cuisinier se faufiler discrètement, acheter une galette de confiture, la fourrer rapidement dans sa bouche comme un voleur, puis afficher une expression extatique. La raison de Jarod a complètement sauté. Des déchets. Tous des déchets. Il claqua la porte, enragé et impuissant dans la taverne vide, ses rugissements résonnant dans la pièce. Pourquoi? Un bâtard étranger venu de nulle part, avec des champignons pourris et des fruits abîmés dont personne ne veut, peut me voler mon affaire? Son œil unique brillait d'une lueur des plus venimeuses, sa poitrine se soulevait violemment. Les voyous ne servent à rien, le percepteur ne peut extorquer qu'une seule fois. Les moyens ordinaires ne peuvent plus arrêter ce gamin étranger. Il haletait, quand soudain une idée lui vint, une lueur de férocité et de perfidie traversa son regard. Bordel! C'est toi qui m'y forces, murmura-t-il d'une voix glaciale. Puisque je ne peux pas gagner par des moyens honnêtes, alors ne m'en veux pas si je joue sale. Il se retourna et, en direction de la cuisine, cracha d'une voix rauque, pète. Où t'es passé, bordel? Ramène-toi, espèce de salaud. Une nouvelle tempête couve dans le venin de la jalousie. Mais Léao, plongé dans la joie de son succès, ignore encore qu'un coup fatal contre sa chaîne d'approvisionnement en ingrédients est sur le point de s'abattre. Le succès fulgurant du camion repas miracle a été comme une pierre jetée dans l'eau stagnante et morne de la ville du vent, dont les ondulations se sont propagées dans tous les coins. Pendant plusieurs jours, l'étal de Léao a été assiégé par une foule dense. L'arôme alléchant était presque devenu la marque du matin dans la petite ville. Les pièces de cuivre tombaient dans la bourse avec un tintement agréable, comblant rapidement le déficit creusé par l'extorsion du percepteur Calvin, et même bien au-delà. Léao commençait même à calculer que peut-être bientôt, il pourrait vraiment louer une boutique fixe, sans plus avoir à souffrir du vent et du soleil. Pourtant, le succès extrême est souvent accompagné d'une jalousie extrême. Les affaires de la taverne du sanglier en face ont chuté en flèche, les habitués d'avant préfèrent désormais faire la queue pour goûter aux champignons aux noix et aux tartes aux baies ensorcelants. La taverne est si déserte qu'on entendrait les souris courir. Le visage de Jarod s'assombrissait de jour en jour, la rancune accumulée dans ses yeux triangulaires menaçait de couler comme une substance tangible. Il regardait Léao s'affairer, regardait la bourse bien remplie. La jalousie rongeait son cœur comme un serpent venimeux. « Je ne peux plus attendre » murmurait-il entre ses dents, caché derrière le rideau du premier étage de la taverne. « Il faut le détruire complètement. » Il convoqua son acolyte de confiance, Pete, le barman au visage sournois. Les deux hommes, tapis dans un coin sombre, complotaient à voix basse. « Patron, ce gars est en pleine forme maintenant. Avec ce marteau, ce fou de nain qui le protège, une attaque frontale ne marchera pas. » Les petits yeux de Peter tournèrent, il suggéra des idées sournoises, on doit s'y prendre autrement. Évidemment. Je sais bien. Jarod grogna avec impatience, lâche ton venin, vite. Peter se rapprocha, baissa encore plus la voix, avec un ton perfide, ce qui rend son truc si attirant. C'est grâce à ces trucs bizarres qu'il ramasse dans les bois, non? Des champignons, des bailles, et cette herbe étrange. Et si on pouvait faire en sorte que son truc devienne mauvais? L'œil unique de Jarod s'illumina, comment mauvais? Et, Peter ricana 2 fois, d'abord, on peut envoyer quelqu'un répandre des rumeurs, dire que ces champignons viennent de sources douteuses. Qu'ils poussent sur une terre maudite, et que les manger porterait malheur. Ou que sa sauce contient des ingrédients dégoûtants. Jarod fronça les sourcils, rien que des rumeurs, ce ne sera pas assez fort. Ces pauvres gens, pour avoir à manger, se fichent de ces futilités. Alors, passons aux choses sérieuses. Une lueur cruelle traversa les yeux de Pete. Je sais que ce gamin doit aller chaque jour avant l'aube à la rivière près de la forêt pour traiter le poisson. Et aussi aller à quelques endroits fixes pour cueillir des champignons et ses fruits acides. On peut envoyer quelqu'un à l'avance jeter des saletés dans la rivière pour qu'il ne puisse pas laver le poisson.
Ou détruire le champ de champignons où il va souvent. Et aussi couper tous ces buissons de bail. Jarod caressa son menton gras, réfléchissant. Cette tactique est perfide, mais elle peut vraiment frapper le point faible de l'adversaire. Coupe sa source d'ingrédients, on verra avec quoi il fera le malin. Et en plus, ajouta Pet d'un ton encore plus sinistre, on peut trouver un complice. Faire en sorte que ses propres clients, après avoir mangé ses plats, tombent malades sur place. Se tordant par terre en se tenant le ventre, pleurant leur mère. À ce moment-là, même s'il ne se passe rien de grave, qui osera encore acheter ces produits? Jarod afficha enfin un sourire féroce et tapa vigoureusement l'épaule de Pet. Bon. C'est décidé. Pet, mon gars, t'es vraiment un talent, bordel. Une fois que ce sera fait, tu ne perdras rien. Les deux, maître et serviteur, échangèrent un sourire complice, comme s'ils voyaient déjà Léao perdre la face et son étal détruit de façon pitoyable. Dit et fait. Jarod mobilisa immédiatement les relations et l'argent qu'il avait accumulé au fil des ans pour commencer à comploter en secret. Dès à bord, des rumeurs vagues et malveillantes commencèrent à se répandre discrètement dans les coins du petit bourg. T'as entendu? Les champignons utilisés par cet étranger, leur couleur est si bizarre, on dirait qu'ils poussent près des tombes. J'y ai entendu dire que dans la rivière en amont où il traite ses ingrédients, un loup des bois pourris est mort hier. Vraiment? Hier, après avoir mangé, j'y avais un peu mal au ventre. En fait, fais gaffe, ce qui est bon marché et n'est pas bon, des trucs aussi parfumés, ça sent qu'on y a ajouté des choses qu'on ne connaît pas. La rumeur, comme une peste, se propageait silencieusement. Bien qu'elle n'ait pas encore formé une tempête, elle avait déjà semé des graines de doute dans l'esprit des gens prudents et méfiants. Ensuite, des actions plus concrètes commencèrent. Le lendemain à l'aube, avant que le ciel ne soit clair, Léao se rendit comme d'habitude à la petite rivière en bordure de la ville pour préparer les poissons à écailles de roche du jour. Cependant, dès son arrivée, il sentit une odeur extrêmement nauséabonde. L'eau autrefois claire était devenue trouble, avec des feuilles pourries et toutes sortes de saletés flottant à la surface et même plusieurs rats morts avaient été délibérément jetés sur la berge. Cette eau, sans parler de traiter les ingrédients, touchait déjà à donner la nausée. Le cœur de Léao s'enfonça immédiatement. Inutile de deviner, c'était forcément Jarod qui avait fait le coup. Couper son eau, détruire ses ingrédients. Réprimant sa colère, il dut faire l'effort de se rendre en amont pour chercher de l'eau, perdant beaucoup de temps et d'énergie. Et ce n'était que le début. Quand il arriva précipitamment dans la clairière où il avait trouvé les champignons noisettes quelques jours plus tôt. Le spectacle qui s'offrit à lui le fit presque sortir de ses gonds. L'endroit où poussaient les jolis champignons jaunes était désormais en désordre complet. Le sol avait été retourné à la pelle, et ces précieux champignons, soit écrasés en bouillie. Soit ils étaient déracinés et jetés négligemment sur le côté, déjà flétris et noircis. Le lieu précieux qu'il avait trouvé avec tant de peine était complètement détruit. Léao se tenait sur place, les poings serrés à s'en enfoncer les ongles dans les paumes. Une colère glaciale l'envahit comme une marée. Jarod. Tu es impitoyable. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur la tristesse ou la colère, il devait immédiatement trouver une nouvelle source d'ingrédients de substitution, sinon son commerce d'aujourd'hui ne pourrait même pas ouvrir. Il fouilla comme un fou à la lisière de la forêt, mais la croissance des champignons appropriés nécessite un environnement et du temps, où était ceci facile à trouver. Finalement, il ne put cueillir qu'une petite quantité de champignons ordinaires d'aspect médiocre. Incomparable avec les champignons à noix au parfum puissant d'avant. Lorsqu'il traîna son corps épuisé et des ingrédients bien inférieurs à ceux des jours précédents jusqu'à son stand, le ciel était déjà bien éclairé. Ce qui l'attendait, ce n'étaient pas seulement les clients fidèles impatients, mais aussi plusieurs visages inconnus au regard fuyant et à l'allure suspecte. La crise, tel un nuage sombre, s'abattait sur lui. Le soleil matinal semblait incapable de percer la morosité qui enveloppait le camion des merveilles. Léao regardait les champignons d'apparence ordinaire et les poissons tout juste suffisants devant lui, le cœur lourd. La rivière polluée, la champignonnière détruite, comme deux rochers pressant sur son cœur. Les moyens sales de Jarod étaient encore plus vicieux qu'il ne l'avait imaginé. Devant l'étal, les clients qui attendaient étaient encore nombreux, beaucoup étaient des visages familiers attirés par les arômes envoûtants des jours précédents. Ils regardaient avec curiosité, discutant pour savoir s'ils pourraient encore manger ce champignon aux noix dont ils ne pouvaient se lasser. « Patron, vous avez encore des champignons sautés aujourd'hui » demanda un homme costaud d'une voix forte, le visage plein d'attente. Léao prit une profonde inspiration, refoulant sa colère et son chagrin, et répondit d'un ton aussi calme que possible, « Oui. Mais les champignons d'aujourd'hui sont différents. Le goût pourrait être moins bon. » Il choisit de dire la vérité. Une petite vague de déception parcourut la foule. « Ah. Pourquoi ? Je suis venu spécialement pour ces champignons. Différents ?
Ce ne serait pas changé, non? Ne me dites pas que c'est de la qualité inférieure. Une voix aiguë et stridente s'éleva soudainement, avec une nette intention de provoquer. Le regard de Léao balaya la foule et aperçut quelques visages inconnus, tapis derrière, au regard fuyant. C'était l'un d'eux qui venait de parler. Son cœur se serra brusquement. Les voilà. Les complices envoyés par Jarod. Il ne répliqua pas immédiatement, mais se mit à cuisiner en silence. Les champignons ordinaires, grillés sur la pierre, dégageaient une odeur certes, mais bien moins puissante et envahissante que celle des champignons à noix. Cela semblait fade et banal. Le premier lot de poissons grillés et de galettes de blé fut sorti du four. Les clients réguliers, bien qu'un peu déçus, achetèrent et goûtèrent tout de même, par confiance dans le savoir-faire de Léao. Le goût était toujours bon, mais il manquait l'éclat d'antan. Soudain, l'inattendu se produisit. Un homme chétif, qui venait d'acheter une galette de blé et d'en avoir croqué 2 bouchées, poussa un cri perçant et déchirant. « Ah! Mon ventre! J'ai trop mal !» Il a soudainement jeté le pain dans sa main, serrant son ventre à 2 mains, son visage devenant instantanément d'une pâleur mortelle, peut-être à cause de la retenue de souffle ou de l'application de quelque chose, les veines de son front saillant, il s'est recroquevillé et est tombé par terre, commençant à se rouler et à hurler de douleur. Poison. Il y a du poison dans le pain. Il criait de toutes ses forces, sa voix pleine de douleur et de peur. Boum. La foule a éclaté instantanément. Tous ceux qui s'apprêtaient à acheter de la nourriture ont retiré leurs mains comme s'ils s'étaient brûlés, leur visage rempli d'effroi et de soupçons. Les voix aiguës qui s'étaient élevées plus tôt ont immédiatement profité de l'occasion pour créer le chaos. Mon Dieu! Il y a vraiment du poison. Je vous avais dit que ces affaires ne sont pas propres. Regardez vite. Il bave. Ça va tuer quelqu'un. Marchand au cœur noir. Il vend de la nourriture empoisonnée. La panique s'est propagée rapidement comme la peste. Les gens reculaient avec effroi, montrant du doigt Léao et l'homme qui se tordait de douleur par terre, discutant entre eux, leurs regards pleins de méfiance et de réprobation. Certains qui venaient d'acheter de la nourriture ont jeté précipitamment ce qu'ils tenaient, comme si c'était un poison mortel. La tête de Léao bourdonnait, le sang semblait monter à son cerveau puis refroidir brusquement. Ce qu'il redoutait le plus était arrivé. Jarod avait utilisé des moyens civils. Marteau barbe de pierre rugit et s'apprêta à se précipiter pour attraper le fauteur de trouble, mais Léao le retint. « Ne bouge pas. Il attend que nous agissions. » murmura Léao, se forçant à se calmer. Plus le moment est critique, plus il faut garder son sang-froid. Alors que la situation allait devenir incontrôlable et que Léao ne pouvait plus se défendre, une voix claire et ferme perça le tumulte paniqué, « Laissez passer. » La foule s'écarta, et l'elfe Alina murmure apparut sur les lieux, on ne sait comment. Ses yeux vert émeraude glacial balayèrent l'homme qui se roulait par terre et le groupe de visages inconnus qui avaient semé la discorde, avant de se poser finalement sur Léao. Elle hocha légèrement la tête. Sans prêter attention à personne, elle se dirigea directement vers la galette de blé jetée à terre, à moitié mangée, et s'accroupit. Sous le regard étonné de tous, elle tendit ses doigts fins. Ramassa précautionneusement une miette, la porta à son nez et la renifla doucement. Ses sourcils se froncèrent légèrement, puis elle ramassa un peu de sauce renversée à côté, en fait, la confiture de baille violette préparée par Léao, qu'elle examina tout aussi attentivement. Au bout d'un moment, Ella se releva et, face à la foule agitée, sa voix, bien que peu forte, portait une force calme et étrangement convaincante. « Cette galette, elle n'a aucun problème. » dit-elle clairement. La farine de blé, les baies et l'herbe des ombres lunaires utilisées sont toutes des plantes inoffensives communes dans la forêt. Leur odeur est pure, sans aucune trace de pourriture, de contamination ou d'empoisonnement. Ces paroles agirent comme une assurance, calmant rapidement en grande partie la foule agitée. La perception et l'autorité naturelle des elfes envers les plantes étaient reconnues dans cette petite ville frontalière. L'homme qui gémissait encore par terre, en voyant cela, se mit à hurler encore plus fort, « Mademoiselle l'elfe, vous vous êtes fait avoir par lui. C'est lui, c'est son truc qui est pourri. Aïe, ça me tue. » Ella le regarda froidement, ses yeux acérés comme des lames, « Ta souffrance est trop exagérée. Une vraie douleur abdominale ne se manifeste pas comme ça. Et d'ailleurs. » Soudain, elle pointa du doigt le coin de sa bouche, « Tu fais semblant de vomir, mais pourquoi y a-t-il, non pas des restes de nourriture, mais de la mousse de saponaire ?» La foule suivit son regard et vit effectivement une mousse anormale au coin de sa bouche. L'homme fut pris de court, il voulut instinctivement s'essuyer la bouche, puis réalisa son erreur. Son geste resta suspendu en l'air, son visage devint encore plus théâtral. La foule s'exclama aussitôt. « De la saponaire ? Ça ne mousse que quand on la frotte. Il fait semblant. Bordel.
C'est un perturbateur. Tout est clair. Ces visages inconnus qui avaient commencé à s'agiter virent que la situation tournait mal et voulurent s'enfuir, mais la foule en colère et le marteau de fer qui bloquait le chemin leur barrait la route. Le marteau de fer, furieux, poussa un cri et attrapa l'homme qui jouait encore la comédie. Le soulevant comme un poulet, par le marteau de Grum. « Tu oses piéger mon cuisinier. Dis-moi. Est-ce que c'est ce gros porc de Jarod qui t'a envoyé ?» Terrifié, l'homme, face aux nains féroces et à la foule exaspérée, n'osa rien cacher et avoua tout en pleurnichant, « C'est le patron Jarod, il m'a payé pour faire semblant d'être empoisonné et accuser ce stand. » Boum. La foule explosa de rage. C'était donc un coup de la taverne du sanglier. Quelle bassesse! Comme leur propre nourriture est infecte, ils utilisent ces méthodes minables. Je n'irai plus jamais à la taverne du sanglier. Les soupçons et la panique d'avant se sont instantanément transformés en sympathie pour la victime et en colère contre le vil individu. Le vent de l'opinion publique a complètement tourné. Réao regarda la scène devant lui, vit Ayla se lever courageusement, la foule en colère qui le protégeait, et les fauteurs de troubles au visage livide. Une vague de chaleur et une force inédite montèrent dans son cœur. Il s'avança, prit une galette de blé toute chaude tout juste préparée, la leva haut et déclara d'une voix claire bien que sa prononciation soit encore maladroite, elle était pleine d'assurance, « Moi, Réao. Les ingrédients que j'utilise sont purs. La nourriture que je prépare est honnête et intègre. Aujourd'hui, toutes les galettes sont offertes. Merci à tous pour votre confiance. Bravo. Le patron est généreux. Soutenons le chariot des miracles. » La foule éclata en acclamations et applaudissements chaleureux. La nourriture gratuite et la satisfaction de voir la justice rendue firent monter l'ambiance à son comble. Une crise quasi mortelle fut complètement désamorcée grâce à l'analyse calme de l'elfe et aux yeux avertis de la foule. La réputation du chariot miracle, loin d'être ternie, est devenue encore plus retentissante et plus profondément ancrée dans les cœurs grâce à cette tempête. Quant à la taverne du sanglier en face, ses portes sont désormais closes. Telle une tortue qui se retire dans sa coquille, ne laissant que l'odeur nauséabonde de la honte et de l'échec. L'agitation et la victoire de la journée ont reflué comme une marée, ne laissant pas toujours derrière elle une plage de sable plat. Ayant distribué gratuitement une grande quantité de nourriture, bien qu'il ait gagné les cœurs, cela a aussi presque vidé tous les bénéfices de Léao aujourd'hui. Il range les caisses vides d'ingrédients, regarde la bourse qui n'a pas tellement grossi, et soupire doucement. La réputation est un actif immatériel, mais la survie nécessite des pièces de cuivre bien réelles. Bien que la manœuvre de Jarod ait été déjouée, elle lui a tout de même coûté un prix non négligeable. Quant à Marteau Barbe de Pierre, il s'en moque éperdument, tout en rotant il a mangé gratuitement beaucoup et en pestant encore avec indignation, « Si tu veux mon avis, on aurait dû foncer directement dans la taverne du sanglier, en sortir ce porc de Jarod et lui flanquer une raclée. Voyons s'il osera encore jouer des sales tours. » Léao secoua la tête, mais son regard était plus lucide que jamais, le frapper ne résoudra pas le problème. Il n'en sera que plus haineux, et la prochaine fois, il utilisera des méthodes encore plus vénéneuses. Il marqua une pause, regarda la porte fermée de la taverne en face, et dit à voix basse, « Nous devons être plus prudents. Il a échoué, il n'abandonnera pas. » L'elfe Ayla murmure, qui n'était pas encore parti, on ne savait pas depuis quand. Elle se tenait un peu plus loin, son regard froid balaya l'étal en désordre et finit par se poser sur Léao. « Humain, tu t'es fait un ennemi borné et venimeux. » Son ton était plat, sans joie ni colère perceptible. Une fois provoqué, un serpent venimeux de la forêt ne fait que mordre sa proie à mort et ne la lâche pas. Léao la regarda, s'inclina légèrement avec sincérité, « Aujourd'hui, merci. Sans toi, j'aurais eu des ennuis. » Ayla semblait peu habituée à des remerciements aussi directs, elle détourna légèrement la tête, ses oreilles pointues remuèrent presque imperceptiblement, « Je ne fais que rapporter les faits. Ces plantes. Elles ne devraient pas être calomniées. » Après un silence, elle ajouta, « La façon dont tu les cherches et les utilises est très particulière. » Sur ces mots, elle ne s'attarda pas, tourna les talons et s'éloigna silencieusement, sa silhouette se fondant rapidement dans les ruelles du crépuscule. Léao comprit que c'était peut-être la plus grande reconnaissance et un avertissement que cette fière elfe pouvait exprimer. La nuit tombait, comme de l'encre imprégnant la ville du vent. Après avoir traversé les remous de la journée, la fatigue l'envahit comme une marée. Léao rangea soigneusement tous les ustensiles de cuisine et les quelques ingrédients restants, en particulier le précieux seau en fer cabossé et le petit pot en terre cuite pour la sauce. Il les enferma dans la petite cabane délabrée qu'il louait temporairement. Teiushui tapota sa poitrine, signifiant qu'il veillerait non loin cette nuit, laissant Léao dormir tranquille. Cependant, couché sur son lit, Léao se tourna et se retourna sans trouver le sommeil. Les paroles d'Elara et le regard venimeux de Jarod pendant la journée s'entremêlaient sans cesse dans son esprit.
Un serpent venimeux qui ne lâcherait jamais prise après l'échec, quelle serait la prochaine étape? Des rumeurs plus perfides? Des calomnies plus viles? Ou, une pensée encore plus terrifiante soudain lui traversa l'esprit, si Jarod ne se contentait plus de ruiner sa réputation, mais détruisait directement ce qui le faisait vivre? Sa source d'ingrédients avait déjà été sabotée une fois. Ses ustensiles de cuisine. Cette masure délabrée était peut-être simple, mais elle contenait tout ce qu'il possédait. Un frisson lui remonta le long de la colonne vertébrale. Il se redressa brusquement, le cœur battant. Dans l'obscurité, son oui devenait exceptionnellement aigu. Dehors, il n'y avait que le vent et quelques aboiements occasionnels venus de l'autre bout de la petite ville. Peut-être, s'était-il fait des idées? Après son échec de la journée, Jarod allait sûrement se calmer quelques jours. Juste au moment où il essayait de se rassurer, un bruit de frottement extrêmement léger, mais totalement différent du vent, lui parvint de derrière la maison. Ce n'était pas un animal. C'étaient des pas humains délibérément assourdis. Et plus d'un. Léao retint immédiatement son souffle, glissa doucement hors du lit, posa ses pieds nus sur le sol froid, se déplaça silencieusement jusqu'à la fenêtre. Regardant à travers les interstices des planches vers l'extérieur. La lumière de la lune était obscurcie par les nuages, la luminosité faible. Mais il apercevait deux ombres noires furtives, accroupies contre le mur arrière de sa petite cabane. L'un d'eux tenait une grande outre en pot, versant prudemment quelque chose sur le tas de bois et de débris. Une odeur piquante et familière flottait dans l'air, celle de la bière de Malte la plus bas de gamme et la plus forte de la taverne du Sanglier. L'autre tenait une pierre à feu et un briquet. Ils allaient mettre le feu. Le sang de Léao se figea presque. Jarod était devenu fou à ce point. Non seulement pour ruiner son affaire, mais aussi pour le réduire en cendres, lui et tout ce qu'il possédait. Ce n'était plus de la concurrence commerciale, c'était un meurtre. Alors qu'il était glacé jusqu'aux os. Se demandant s'il devait se précipiter pour se battre ou appeler à l'aide d'une autre silhouette, plus petite et légèrement boiteuse, surgit comme un fantôme d'une obscurité plus profonde, d'une rapidité stupéfiante. Cette silhouette se précipita soudainement vers l'homme qui s'apprêtait à allumer le feu, tenant dans sa main ce qui semblait être un bâton court et épais, frappant avec précision et violence le poignet de l'adversaire. Crac! Un léger bruit d'os brisé et un cri étouffé retentirent en même temps. La pierre à feu et le briquet s'envolèrent. Grue le boiteux. L'homme qui avait renversé la bière s'exclama avec effroi, frappant instinctivement du poing. La silhouette appelée Grue esquiva habilement en se baissant, et le bâton s'enfonça violemment dans l'abdomen de l'autre. L'homme émit un grognement sourd et se plia de douleur. Dégage! Une voix rauque, grave mais pleine de pression retentit, plus celle du bavard paresseux habituel, mais empreinte de la cruauté typique d'un vétéran, disant à Jarod. Si ce feu est allumé, il ne brûlera pas seulement cet étranger. Les affaires louches de sa taverne seront demain sur le bureau du prévôt. Dégage! Les deux incendiaires manqués avaient clairement reconnu Grue et compris le poids de ses paroles. Terrifiés, ils laissèrent tomber leur compagnon au poignet brisé, le traînèrent en rampant et s'enfuirent précipitamment. Ils disparurent dans la nuit sans laisser de traces. Grue ne les poursuivit pas. Il regarda autour de lui avec méfiance, puis se dirigea rapidement vers le tas de bois arrosé de bière, l'examina attentivement. Confirma qu'il n'y avait pas d'étincelle, puis poussa un soupir de soulagement. Il se baissa pour ramasser le sac de bière de mauvaise qualité, le soupesa, puis le jeta négligemment dans un tas d'ordures au loin. Après avoir fait tout cela, il boitilla jusqu'à la porte de Léao, frappa doucement du bout des doigts, sa voix retrouva son ton légèrement rauque et nonchalant, et, gamin. Ne fais pas semblant de dormir, je sais que tu es réveillé. Ouvre, j'ai une affaire à discuter avec toi, à propos de ton stand qui cause toujours des problèmes. À l'intérieur, Léao était déjà en sueur froide. Il prit une profonde inspiration, apaisa les vagues déchaînées dans son cœur, et ouvrit lentement la porte. Sous la lumière de la lune, le vieux boiteux Grue se tenait à la porte, avec une expression mi-sourire mi-autre sur le visage, ses yeux habituellement mi-clos. Brillaient maintenant d'un éclat astucieux et pénétrant. La crise, survenue de la manière la plus dangereuse, avait été discrètement résolue d'une manière inattendue. Mais Léao savait qu'entre lui et Jarod, c'était désormais une lutte à mort sans merci.